Bonjour à tous. Voilà, c'est parti, les 12h32 dans le ZCL News de ce 17 novembre. On va recevoir dans un instant Maurice Cessé, qui est le patron de Outre-mer News. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. Ensuite, Jean-Yves Duro et Matt Edmond Louvounou, qui sont des représentants des membres du BNI. Et aussi, un peu plus tard, la chronique Focus Art de Sandrine Alexis. Mais pour l'heure, on rentre tout de suite dans le direct puisque ça chauffe un peu sur le terrain. Et nous avons avec nous Michel. Michel? Allô? Voilà, pour nous confronter, nous affronter. Nous, Michel, oui, alors, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment, Michel? Au moins ça, d'accord? Bien que peut-être on ressemble à des sauvages au nom de... Alors, mets-nous le retour parce qu'on n'a pas le retour là. Nous sommes des sauvages, d'accord? Donc, vous allez pouvoir respecter ça, notre droit de liberté, et on va repartir tranquillement, sans affrontement. Nous sommes d'accord sur ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on attend un petit moment. On n'est pas l'intention de rester longtemps. Alors, c'est plutôt vis-à-vis de la population. Mais la population, c'est nous. Hein. Elle est pour nous. Mais elle est pour nous. Alors, commandant, alors laissez-moi vous dire. Ma femme, quand elle fait les courses, elle aime pas attendre. Non, mais alors, je réponds. Est-ce qu'il y a la femme de quelqu'un? Je réponds. Ok, alors, je réponds. Dans notre intelligence, parce qu'on nous prend pour des idiots, l'accès... Non, mais écoutez-moi, l'accès est libre, là. Oui. Eh bien, on peut sortir comme on veut, on sort. Donc, vous voyez, si vous nous attaquez, c'est que vous voulez le faire délibérément. Délibérément, ce n'est pas notre objectif. D'accord? On était libre, on vient de rentrer par là. Mais non. Mais papa, la Guadeloupe, on peut rentrer partout. Hein. Bon, alors. On y va, parce qu'après, il faut qu'on aille sur Non, ensemble, mais non, on a des choses à faire. Hein. alors, par contre, j'aimerais faire passer le message par votre comment dire ça, intermédiaire, de dire à monsieur le préfet, de dire à vos autorités que nous ne sommes pas des sauvages. Parce que j'ai l'impression qu'on nous stigmatise, d'accord, et nous ne sommes pas sur ça. Et il faut un moment qu'on arrête. Non mais, ok? Il faut qu'on arrête. Il faut que ça passe tranquillement. On n'est pas là, alors, et vous provoquez en fait cette hystérie, donc il faut qu'on arrête, d'accord? Il faut vous mettre avec nous, messieurs. Allez, on vous souhaite Et bon c'est courage. notre combat qui va éviter que vos enfants ne sont pas vaccinés, font leur choix. Avec nous. C'est ça, il faut vous mettre avec nous. Il faut vous mettre avec nous. Alors Danick, comme tu peux le constater, Oui. les forces de l'ordre sont venues négocier avec les pompiers. Là, ils repartent. Vous êtes où là exactement? Vous êtes où? D'Estrelan. Vous êtes au Bloqué, pont comme tu peux le d'Estrelan. constater, hein. J'ai fait Oui, un petit flash de tout à l'heure, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. oui. Là, ils repartent. La population a rejoint les pompiers. D'accord. Les rangs ont grossi là depuis hier quand même. Oui. Est-ce que tu peux faire intervenir Monsieur Zou? Voilà. Et là, on va voir comment la situation va se dérouler. En Ouais, tout cas, Michel, je est-ce te que tu rends peux l'antenne. attraper et dès qu'il y a du Jocelyn nouveau, Zou? je te repasse un coup de fil pour reprendre l'antenne. Voilà, les D'accord. escadrons de gendarmerie Ok. sont en faction. Ok. Ils sont juste Ben, là. Je vais te les on montrer. reprend l'antenne et on revient avant vers toi tout à de l'heure. rendre l'antenne. Bien. Voilà. Bien, je te remercie et on continue à suivre ce qui se passe sur le terrain puisque je disais les choses se compliquent. Au CHU aussi, à Gouzier, il y a eu des blocages un peu partout. C'est le 3e jour de mobilisation à l'appel du LKP, d'une série d'organisations. Nous reviendrons tout à l'heure d'ailleurs sur un live des mobilisations de ce matin. La Chambre des métiers, c'était hier l'Assemblée générale et l'élection du nouveau président. On sait qu'il y a encore des contestations, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Partenariat entre Cap Excellence et le ministère de la Culture et le lycée Carnot. Stanley Manicor était sur place. On fera un point tout à l'heure avec ces jeunes étudiants en musique qui sont parmi les meilleurs, qui vont peut-être demain au conservatoire. On en parlera. Plantons l'école pour l'avenir, l'école de Foucault à Mornalo. On ira faire un petit tour avec ces enfants qui apprennent à planter. Nous disons ça parce qu'il faut nous manger un pays là, il faut apprendre ce type-là à planter. Et puis, on fera un tour aussi avec Olivier Félix du côté de la CCI, la liste qui n'a pas gagné, qui justement proteste et a tenu une conférence de presse ce matin à Jarry. Nous y reviendrons. Mais pour l'heure, on est avec
notre confrère de Paris. Je parlais du patron de Outre-mer News, Maurice Cessé, on l'appelle amicalement Momo. Bonjour Maurice. Bonjour Dani. Alors, donne-nous un petit peu des nouvelles du travail que tu fais en France. Eh bien, ça fait déjà une bonne trentaine d'années. Hein. Je suis journaliste radio, puis la télévision. Et puis, nous travaillons pour plusieurs médias. Alors, évidemment, Outre-mer News, c'est un site d'information que nous avons eu l'idée de monter. Et nous l'avons installé également sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20 000 abonnés, ce qui n'est pas mal. Ah, mais c'est bien, déjà. Plus de 300 000 vues par mois. Et en fait, Outre-mer News, nous devenons presque comme une agence de presse, une banque d'images. Hein, puisque ces images, ce sont ces images qui nous permettent de réaliser des émissions diffusées à la fois sur Canal 10, KTV, KMT Martinique, Croisi Mayotte, même la Radioactif, une radio qui reprend l'ensemble des reportages. Donc nous sommes un petit peu mobilisés partout. Vous voyez, par exemple, je suis actuellement en Guadeloupe, mais j'ai des équipes qui ont continué à tourner là-bas. Absolument, comme le Congrès des maires qui a été diffusé ici hier. Et il faut dire qu'en ce moment même, on te voit à Paris. Absolument, mais moi aussi, dans mon bureau à 18h30, je te regarde. Parce que c'est un créneau où on ne dort pas et je regarde régulièrement cette émission. Donc en fait, nous sommes un peu partout. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que dans l'Hexagone, le fait de la disparition de nos confrères de France O, on nous appelle beaucoup, on couvre beaucoup d'événements, et peut-être il y a un direct, allez-y, la priorité là, hein, il n'y a pas de souci. Et que par conséquent, nous, on est très demandés. On est demandés, là il y a les talents, la cité des talents d'outre-mer que nous couvrons bientôt, le prix Fête Cannes bientôt. Nous sommes partout là où il se passe quelque chose, une actualité ultramarine, et nous pensons mettre aussi, parce que j'ai un correspondant Martinique qui s'appelle Daniel Diaz, qui nous envoie beaucoup d'images maintenant depuis la Martinique, essayer aussi de mettre des correspondants sur les grandes villes de France, parce qu'en fait, les ultramarins, ils n'habitent pas que Paris. Ils sont partout, il y a Bordeaux, il y a Montpellier, il y a Toulouse. Et les rares fois que j'ai eu l'occasion d'aller vers Bordeaux, Toulouse, Montpellier, je me rendais compte effectivement qu'on les ignorait complètement. Tout à fait. On va arriver là, on va voir l'Antillais, et nous va parler toujours de de Paris, d'Oumier, de l'île de France. Donc ça, c'est un effort que je pense faire. Nous avons déjà Lyon, que très bientôt ça devrait pouvoir démarrer, sous les associations qui nous parlent un petit peu de la vie de ces ultramarins et de leurs problèmes aussi, hein, parce que lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu un correspondant qui m'a envoyé, c'est là que j'ai pris la dimension des difficultés que vivaient les étudiants qui étaient obligés d'aller chercher dans des endroits des légumes pour manger, des produits frais, et donc c'est important quand même d'en parler. Donc on en est là, et donc moi je suis ravi de continuer à faire ce travail, mais avec une autre dimension, hein, parce que l'avantage que j'ai eu depuis des années, je n'ai jamais voulu travailler pour la Guadeloupe seulement, j'ai toujours travaillé un petit peu pour l'ensemble des régions. Et quand Kwesi m'a demandé à Mayotte de diffuser aussi pour eux, parce que nous sommes sur place, on voit le sénateur mahorais, on voit le député, et bien ce fut aussi un réel plaisir pour moi de me dire, bien, on voit aussi ce que je fais jusqu'à Mayotte. Mais alors, Maurice, après 30 ans de bons et loyaux services au niveau de l'actualité, comment tu vois un peu l'évolution des populations antillo-guyanaises qui vivent là-bas? Alors, curieusement, lorsque je suis arrivé dans les années 73 dans l'Hexagone, je me plaignais, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce qu'en fait, la population ultramarine se trouve mêlée de espèces de confusion. Je ne parlerai pas de politique ici, mais il y a eu tellement de phrases, de petites phrases, allez, on va dire des phrases très proches d'une forme de racisme que parfois, l'Antillais, il se sent concerné. On ne peut pas dire que la population est très à l'aise. Hein. Souvent, je rencontre des ultramarins qui me le disent. Ils me disent, oui, mais en fait, quand on dit ça pour telle communauté, mais c'est comme moi, je me sens touché. Alors, par exemple, le problème de logement, que Patrick Karam, c'est vrai qu'il a de bonnes idées, qu'il a voulu gérer, mais on ne peut pas aujourd'hui nier, en termes d'emploi, en termes de logement, que l'Antillais ne rencontre pas, un ultramarin ne rencontre pas des difficultés aujourd'hui. D'ailleurs, tu as dû le remarquer qu'il y a de moins en moins d'Antillais vivant à Paris, en intramuros, et les Antillais sont de plus en plus dans les banlieues. Ah, absolument. Quand j'étais étudiant, les Guadeloupéens, ils vivaient encore à Paris, ou pays à Kakouzina dans le 15e, ou bien à Cognes dans le 17e. Quand il est là, c'est...
mais dans la grande banlieue, on va dire, la grande couronne de la région parisienne. Après, il y a eu, si tu veux, on se tutoie, hein, Danick, c'est vrai que pendant des années, il y a eu ce qu'on appelle le tissu associatif extrêmement important dans les années 90 dans l'Hexagone, un tissu des associations qui disparaissent en fait. Les grands présidents ne sont plus remplacés. J'ai pour exemple Accolade qui me dit toujours, le président me dit oui, mais je commence à prendre l'âge, mon souci, je me demande quand va devenir l'association Accolade. Oui. Et il n'a pas tant. Est-ce qu'il y aura de relève? Alors il y avait parfois des associations aussi. Casodome qui jouait. Par contre, c'était pas que du bout des balles, ça jouait un rôle social. Oui, et aujourd'hui, ça a tendance à disparaître. C'est un petit peu ce qui m'inquiète parce qu'à la limite, l'antillais pouvait dire bon, ben, il y a tel endroit, je peux peut-être trouver une aide pour le logement, etc. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas même les associations étudiantes, d'ailleurs. Ben, exactement. La GEC, tout ça, l'ACTAG. La GEC, par exemple. Eh bien, tout disparaît. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut noter. Donc, la population antillaise est toujours là, mais je crains qu'elle ne soit pas face aussi à de multiples difficultés dans les années à venir. Alors, est-ce que c'est une population, enfin, le Guadeloupe et Martinique, globalement, qui a envie de revenir ou bien qui est décidé de rester mourir en France? Alors, question difficile parce que quand on leur pose la question de manière brute, oui, j'ai envie de revenir. Mais après, si on va plus loin parce qu'attention, il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais qui ont quitté, comme moi, depuis des années, les Antilles. Tu as quitté en quelle année la Guadeloupe? 1973. Ça ben ouais, on peut y non, mais cela dit, la chance que j'ai eue, c'est de faire un métier qui m'a toujours permis d'abord d'être dans l'actualité des humains, mais de pouvoir venir régulièrement ici. Mais c'est vrai que le retour au pays, Serge Letchimy, on le sait, qu'est-ce qu'il dit? La population vieillit, il va falloir le retour de nos grands diplômés qui sont éparpillés en France, en Allemagne, etc. Mais quand il est timide, il va falloir aussi mettre les moyens. Il ne suffira pas de leur dire, parce que la Martinique, certaines personnes, il y a des personnes qui ont connu la Martinique, qui ont quitté la Martinique, ce n'est plus aujourd'hui. La même Martinique. Ah non. Oui. Et j'ai rencontré hier quelqu'un que j'ai interrogé à Basse-Terre, qui est revenu ici, pour ne pas le citer, Sam Sambo. C'est quelqu'un qui travaillait au Grand Marché de Paris, qui est revenu il y a 2 ans. Il s'adapte. Mais c'est tout ce qu'il peut dire. Je m'adapte. Parce que pas ni métro, pas ni bus, le système de vie n'est pas du tout le même. Le système de vie n'est pas le même, il s'adapte. Alors de temps en temps, il retourne voir ses amis, ses enfants dans l'Hexagone, mais il reconnaît que lui, il a fait sa maison. En plus, il avait préparé tout, il a tout pour vivre, mais il s'adapte, il veut dire, c'est tout. Alors, à contrario, l'autre problème dont on se rend compte, c'est que au fur et à mesure qu'il y a des Guadeloupéens qui sont partis, il y a de plus en plus de Français, comme on les appelle des Blancs France, qui sont rentrés et qui s'installent. Ça, c'est le gros problème. Je le constate aussi, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe. Et c'est quelque chose, alors on va dire, c'est très préoccupant pour parce que pendant que nous restons en bas là, ils vont venir ici. Et peut-être dire que, pour répondre à la question dont tu me posais, ceux qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont envie de revenir? Ils disent qu'ils ne reviennent pas. Par contre, ceux qui viennent ici, il faut penser qu'ils ne seront pas prêts à repartir. Ça, c'est mon analyse. Et je vois des endroits, effectivement, ici en Guadeloupe, c'est fou. Et quand on pense, par exemple, ne serait-ce qu'au foncier, parce que la Guadeloupe n'est pas extensible, il y a une superficie X, la Martinique, une superficie Y. Si tu as le temps à faire un tour à Marie-Galante, tu sauras un peu... Eh bien, voilà. Et là, ça peut, effectivement, poser problème et même être inquiet. Demain, peut-être, Guadeloupe Martinique qui dit, bon, on va retourner peut-être, on veut construire une maison, on veut acheter un terrain, mais au là, il y a acheté. Terrain avait une plus cher, et il va trouver. Et ça, c'est un autre problème. Alors, l'autre question, alors, tu parlais de la vie associative, mais je voulais te poser une question. Quand, là-bas, vous avez appris la mort de Jacob Desvarieux, comment ça vous avez réagi? Ça fut un choc. Un choc. Tu sais que je l'avais reçu une semaine avant. Oui, j'ai vu d'ailleurs cette émission. Ah non, mais à la limite, pour te dire, j'étais à bord de l'avion il y a 15 jours, je regardais une vidéo de Jacob, pour moi, il est là. Je me rends pas compte qu'il est vrai. C'est comme si quand on est là, voilà. Et bien après ça, exactement. Parce que quand il est venu, on discutait un peu comme ça, librement. On avait pris des rendez-vous musicaux, etc. Et puis boum. Ça a créé... mais ils attendent, on m'a parlé d'un hommage que les organisateurs veulent faire, mais ça a créé territoire, parce qu'il ne faut pas oublier que Kassav,
les grands concerts du Zénith, hein, Oui. des années Banzarwa, etc. Ouais. Le monde, c'est là qu'il y avait la foule Tout du à fait, Zénith. oui. Les plus grands concerts de Kassav au départ, c'était à Paris. Et quand je vais parler, c'était vraiment les Antillais qui étaient tout leur ville. Et pas seulement les Antillais. Bien sûr. Il y a Parce que les Africains aussi y Africains, allaient. mais c'était Les toujours... Français aussi. Gros, alors, Kassav, d'abord, une référence, on n'en a plus besoin de faire la démonstration, mais c'est vrai, ce visage, moi-même je l'ai toujours, parce que j'étais au Jacob quelquefois, dès que je le rencontrais sur Mémorial, par exemple, il était au niveau du ministère des Outre-mer, je lui demandais ce qu'il pensait de ce qu'on allait faire ici à Prêt-à-Pitre, et de penser, et puis tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'est un monument, un monument de la musique, et de penser qu'il ne soit plus là, j'attends d'ailleurs qu'une chose qu'on puisse rendre, mais quand je dis un hommage, parce que le Covid, tu sais, il y a eu pas mal de... Il n'y a pas encore de rue Jacob Desvarieux, il n'y a pas de monument Jacob Desvarieux. Hidalgo, je ne sais pas si tu es au courant, a déjà parlé d'une rue de... Ah bon, Jacob Desvarieux en France? Absolument, tout à fait. Bon, ça doit être discuté au niveau du conseil municipal de Paris, mais il y a une proposition de ce genre. Et puisqu'on parle de ça, alors, comment tu as vu évoluer la musique antillaise là-bas, en dehors de Kassav? Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Zouk Machine, etc. Et aujourd'hui, c'est le Zouk en français qui prend la main? Oui, absolument. Là, on ne peut pas dire. Il y a un moment donné, il y a eu des artistes qui ont pu évoluer en dehors de Kassav, des artistes qui ont pu faire même un nom au niveau de la musique antillaise. Ça s'est estompé, brutalement. Ça s'est estompé. Il faut dire aussi que, un peu comme ici, le Zouk en France, qui écoute? Les jeunes même... oui, c'est la musique urbaine. Voilà, exactement. Les jeunes, c'est un peu les musiques de Marseille qu'ils vont écouter. Donc en réalité, ces artistes qui ont voulu peut-être faire quelque chose aujourd'hui, il y a quelques années, on ne plus en trouver. Bon, après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Il faut savoir qu'en France, dans l'Hexagone, depuis, donc maintenant 2 ans, depuis la première vague, il ne se passe rien. Ni à Bercy, il n'y a rien sur le plan artistique. Il y avait même les grands concerts de compas à Bercy qu'on a pu organiser avec des artistes aussi antillais. Il y a même les Haïtiens, tout ça. Il n'y a plus rien. Tabou Combo, tout ça. Ah non, c'est fini. Donc c'est le plat. On espère que ça va pouvoir revenir parce que ce monde culturel et artistique, avec en plus le pass sanitaire, ce monde qui et le carnaval antillais Le carnaval antillais, ça s'est fait, mais d'une manière exceptionnelle, mais un peu bizarre, parce qu'on l'a fait au stade Charletti, c'était dans un stade, pas dans les rues. C'était enfermé. Voilà, c'était enfermé, donc là encore... On avait confiné. Voilà, exactement, il fallait avoir aussi soit le test PCR pour arriver, les gens arrivaient là, ils n'avaient pas fait de test PCR, etc. Donc ils l'ont fait pour le faire. Bon, il faut savoir aussi qu'il y avait aussi des élections, donc Mme Hidalgo a tenu aussi à faire ce carnaval, sans doute. Une dernière chose, au niveau de l'information, pour toi, qui est là depuis une trentaine d'années, est-ce qu'au niveau des institutions françaises, Assemblée nationale française, gouvernement, tout ça, c'est facile de couvrir les événements? Oui, c'est vrai. Pas seulement les événements, je dis, de notre région, mais au niveau même français, ça va? Oui, les choses ont évolué. Donc, je vois par exemple, nous, mon équipe, en tout cas, Outre-mer News, on est accrédité à l'Élysée, on est accrédité à Matignon, on est accrédité au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il suffirait de faire la demande, nous sommes là. Moi, je suis allé plusieurs fois, je disais non. Là-dessus, il y a une ouverture. Et puis, je crois aussi qu'il est tout l'intérêt du gouvernement français de comprendre aussi que nous faisons le même métier que tous les autres. Que tous les autres médias. Il n'y a pas de petits, de moyens médias. Non, il n'y a aucune raison. Je couvre bien. Je n'ai jamais eu de souci particulier, même avec le Premier ministre. Écoute, merci d'être venu nous dire tout ça. Nous bien contents, frère. Et puis nous allons continuer sur vous. Et au niveau du ZCL, là, besoin de nous là aussi. Eh bien, absolument. Nous saluons quand même l'ensemble des téléspectateurs. En direct, on te dit ça. Ne parle pas tout de suite. On va revenir ce matin sur l'extrait des mobilisations de ce matin avec Michel Gracud. On regarde tout de suite, il est 12h52. Depuis hier soir, il y avait un appel à organiser le blocage du pont de la Boucan par... ça, c'est un collectif ou une association avec des gens de Sainte-Rose. Ils se sont réunis au niveau de la station Vito hier soir. Et très tôt, vers 23h30, des jeunes ont érigé des barricades
sur la Nationale 2 avec le rond-point de la Boucan qui était bloqué. Dans la nuit, il raquettait, c'est le terme de le dire, des personnes qui sortaient de leur travail, des infirmières, des médecins. Raquettait, qu'est-ce qu'il prenait? Avec des jets de pierre, la gendarmerie a décidé d'intervenir avant le lever du soleil. On a reçu des jets de pierre et on a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour viabiliser la circulation. Vous mettez vraiment le paquet? Mais quand on reçoit des pierres, on ne peut pas venir avec juste 2 personnels. Il faut mettre des moyens, la force doit rester à la loi. Et je pense que cet appel à bloquer la Boucan dans ces conditions-là, pour moi, ce n'est pas un appel pour une situation sociale, mais on veut faire dévier une situation sociale, une situation conflictuelle et presque de type insurrectionnel. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au rond-point de Perrin. Et puis, on voit que le rond-point est bloqué. On voit que la population aussi est là, en soutien avec les pompiers. Donc voilà. Nous pensons que nous avons un bon droit à nous et nous pouvons lâcher parce que nous estimons que nous sommes en première ligne. Nous sommes bons pour nous sauver vie à monde avant et sans les moyens qu'il faut. Voilà, 12h54, reportage live, Michel Depape en direct des barrages. On revient tout à l'heure sur l'actualité, on prend la première pause et on vous remercie d'être encore avec nous. Restez avec nous puisque nous sommes là jusqu'à 14h. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h05. Je voulais dire, nous allons recevoir aujourd'hui 2 personnalités. Jean-Yves Dureau, bonjour. Bonjour. Il est membre du BNI, je devrais dire du BNI. Et Max Edmond Louvounon, qui est le directeur exécutif du BNI Antilles-Guyane. Bonjour. Bonjour. Mais aussi d'être avec nous. Avec vous, tout à l'heure, on va parler de cette structure et surtout de cette conférence qui aura lieu ce soir. Quelle heure déjà? 18h. 18h à Félix Proto. À Espace Félix Proto. Et on y revient dans un instant. On revient à l'actualité. L'actualité, c'était hier, l'Assemblée générale de la Chambre des métiers. Vous le savez, le nouveau ancien président est revenu. Olivier Félix était sur place. On va voir le reportage tout de suite. Aujourd'hui, la démocratie, comme on dit, certes a parlé. Mais nous sommes tous conscients qu'il y a eu des choses pas très catholiques qui se sont passées pendant cette élection. Il faut savoir que nous avons fait un recours et nous avons beaucoup d'éléments. Donc aujourd'hui, les artisans d'action ne peuvent pas aujourd'hui valider une élection, valider un président pour nous qui n'est pas légitime. Donc nous ne pouvons pas cautionner cela. Donc c'est tout à fait normal que nous avons laissé les équipes travaillent entre eux et nous, les artisans en action, nous partons tranquillement et nous attendons la suite des événements. Tout simplement, il y a un recours qui est en cours au tribunal et il n'y a pas qu'un seul. Donc aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. L'équipe qui m'accompagne, on ne pouvait pas rester assis à cautionner, à valider certaines choses. Donc nous sommes levés, vous avez vu, très bien vu, gentiment, nous avons pris la parole, nous avons dit au président de séance que nous ne participons pas à l'élection du nouveau président. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe en place et surtout bonne chance à l'institution. C'est ce qui est plus important pour nous, c'est l'institution. Donc nous leur laissons dans leur travail et nous attendons la suite pour très bientôt. À très vite. Monsieur Gabriel Foy est encore dans la contestation, mais c'est pas que nous sommes, je lui dis simplement, nous sommes là pour 5 ans. Donc il faudrait mieux de nous, on fait des ouvertures, hein, bien évidemment, on veut travailler avec lui. Donc maintenant, ça lui le voir. Mais sachez que je le dis, je le redis à nouveau, nous sommes là et nous sommes bien là pour 5 ans. Quand on veut travailler pour l'artisanat, c'est pas parce qu'on n'est pas là, c'est pas parce qu'on n'est pas président. Vous voyez, moi j'ai fait l'appel au rassemblement, je suis pas président et je suis là. Donc quand on veut, on peut. Hein. Donc non, je pense que c'est un caprice d'enfant gâté. D'enfant gâté qui a la défaite mauvaise. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas de partisans. Nous n'avons que des mandats. Simon Wecker, c'est le président de l'ensemble des artisans guadeloupéens. Donc la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Et l'équipe que nous conduisons aujourd'hui travaillera avec tout le monde.
Nous nous sommes lancés un challenge, donc il va falloir arriver à le faire. C'est une volonté partagée. Donc maintenant, on l'a dit aussi, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc ce chemin-là, il faut le trouver. Nous avons tout essayé dans le monde du possible. Et nous avons vu, c'était des agréments, destitutions, querelles de tout genre. Aujourd'hui, nous voulons explorer le monde de l'impossible. Et dans ce monde de l'impossible, justement, deux crabes peuvent vivre en même tout là. Et nous voulons mettre deux têtes dans un même chapeau. Voilà, je rappelle quand même que M. Vainqueur avait gagné au premier tour, là, il y a 2 ans. L'élection avait été annulée, M. Foy avait pris la place. Et cette fois-ci, M. Vainqueur est vainqueur. On attend la suite. Et je signale que tout à l'heure, on fera un recours aussi sur la liste de CCIG, puisqu'il y a eu les élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Et là aussi, Gadaoukan porte un recours. Nous y reviendrons dans un instant. Pour l'heure, nous sommes avec, je vous l'ai dit, Jean Duro et Max Edmond Louvounou. Pour votre première question, nous expliquer un peu l'origine du BNI. L'origine est avant tout américaine, elle date de 1985, puisqu'on a Ivan Baster, créateur du BNI, qui se retrouve à perdre son plus gros client. Automatiquement, lorsqu'on perd son plus gros client, tout entrepreneur sait qu'il est difficile de le remplacer. Donc lui, il réfléchit à la meilleure manière de remplacer ce plus gros client et de retrouver un chiffre d'affaires. Et pour lui, la meilleure solution, c'est de regrouper un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont apprendre au détour de relations consolidées, de relations d'affaires consolidées, vont apprendre à travailler ensemble et donc à devenir des partenaires d'affaires et ainsi créer ce qu'on appelle du merci pour le business. Ce qui signifie que nous avons échangé des recommandations entre membres de ce groupe d'affaires. Oui. Et donc, vous installez le BNI en Guadeloupe depuis peu? Depuis juillet, exactement le 9 juillet 2020. J'ai bon souvenir parce que moi, le 10 juillet 2020, je quittais mon emploi de salarié pour devenir entrepreneur. Donc, effectivement, depuis le 9 juillet, au plus fort de la crise Covid, Covid, nous avons lancé un groupe d'affaires en Guadeloupe. Alors, je me tourne vers Jean-Yves Duro, qu'on connaît bien, chef d'entreprise aussi. Qu'est-ce qui fait, Jean-Yves, que vous adhérez au BNI? Comment il vous a convaincu? Alors, c'est l'histoire d'une rencontre, parce que j'ai eu le privilège, en fait, d'être le président fondateur du groupe de la Guadeloupe. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire. Donc, Max Edmond, en qualité de directeur exécutif, à l'époque, ça s'appelle directeur consultant, qui récupère la carte au niveau national et international, d'ailleurs, et qui est, en fait, autorisé à monter des groupes sous le sigle du BNI. Nous, on se rencontre au hasard d'un détour d'un bureau. Il me contacte en me demandant est-ce que tu ne serais pas intéressé à l'idée de faire augmenter ton chiffre d'affaires? Je lui dis oui, bien sûr. Et on échange rapidement. Il me dit ce qui serait bien, c'est que tu viennes à une réunion pour voir comment ça se passe. Je viens et je me rends compte que c'est peut-être le moyen intéressant pour augmenter le chiffre d'affaires qu'on fait déjà. BNI, en fait, c'est vraiment fait pour un chef d'entreprise qui a son entreprise déjà lancée et qui vient chercher le centimètre ou le business additionnel avec un groupe d'entrepreneurs qui s'engagent chaque jour, chaque semaine, à proposer des recommandations, c'est-à-dire parler de l'activité de l'un, en même temps que moi, je parle de l'activité de mes autres commandes. Donc, ce qui m'a motivé, c'est simplement être dans la dynamique de croissance et d'élévation de la capacité de développement de mon entreprise. Max Edmond Louvounou, un chef d'entreprise qui nous regarde en ce moment, qui ne connaît pas ou qui vient d'entendre parler de la BNI, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport à ce que vient de dire Jean-Yves? Est-ce que c'est un moyen pour lui effectivement de faire grandir son entreprise du point de vue de son CA, de son chiffre d'affaires? En fait, BNI ne s'explique pas, ça ne se vend pas, ça se vit. Je dirais, viens jeudi matin, de 7h15 à 9h, viens voir ce qui se passe en Guadeloupe ici. Depuis 17 mois, nous avons créé plus de 600 000 € de merci pour le business échangé entre communs, ce qui est l'équivalent de 4 emplois sauvegardés en Guadeloupe. Voilà ce que nous faisons. Oui. Concrètement, ça veut dire que le chef d'entreprise doit adhérer d'abord à BNI? Non, il vient voir d'abord. Il vient voir s'il est en accord avec notre façon de penser, notre façon de travailler. Parce que Jean-Yves l'a dit, le BNI est avant tout un engagement. C'est pour ça qu'on aime à dire que BNI n'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour BNI. Donc il vient voir si ça correspond, s'il a l'état d'esprit pour être avec nous et en fonction de ça, il va postuler.
Donc il va passer un entretien de recrutement avec Jean-Yves. Oui, Jean-Yves qui est une sorte de coach de manière. Oui, pour le protéger bien, oui, Jean-Yves. Pourquoi bon, n'est-ce pas, Jean-Yves? Alors, par contre, il y a une actualité, c'est ce soir, il y a une conférence. Alors, quel va être le but de cette conférence de ce soir qui se fait à Félix Poto? La conférence de ce soir, en fait, quand on est au BNI, non seulement on a cet engagement de travailler sur la croissance de sa propre entreprise, mais un chef d'entreprise, pour qu'il fasse croître son entreprise, il doit aussi travailler sur lui, se faire croître. Donc, BNI aussi, c'est un engagement, une promesse de formation continue. Et on avait toujours, dès l'origine, prévu qu'il y ait des événements. Donc là, ce sera le premier événement grand public du BNI Guadeloupe Business, parce qu'il y a une déclinaison anti-Guyane, mais le premier groupe c'est BNI Guadeloupe Business. Donc c'est notre premier événement ouvert au tout public. Et on a simplement profité du passage, grâce notamment à l'ordre des commissaires aux comptes de la Guadeloupe, en fait des Antilles de la Guyane, qui avait effectivement déjà invité Pierre Sabatier. Et nous avons eu l'opportunité de lui proposer de cette conférence qu'il a acceptée. Donc on saisit l'opportunité de croiser le point de vue de Pierre Sabatier, qui est un économiste perspectiviste connu et reconnu au niveau national, avec effectivement la vision de la réalité que peut vivre un chef d'entreprise en local. Donc ce sera vraiment cette opportunité de croiser des regards sur la manière de se développer. Alors, Monsieur Louvou, nous sommes dans une situation économique particulière depuis la pandémie, depuis un an, 18 mois à peu près. Qu'est-ce que le BNI peut porter le plus par rapport à cette situation particulière? En fait, c'est même pas moi qui vais le dire, je vais résumer ce que dit le fondateur du BNI. On ne peut pas combattre une crise, on n'a pas la prise sur cette crise, on n'a pas la prise sur tout ce qui est législatif. Par contre, on a la prise sur les décisions que l'on va prendre pour nos entreprises. On a la décision sur l'avenir, sur les évolutions qu'on doit apporter à nos entreprises. Et en étant ensemble, en fait, on devient simplement plus fort. On a vu des entrepreneurs pendant la crise Covid nous dire « Je suis content d'être au BNI parce qu'au BNI, j'ai fait le chiffre d'affaires que je n'aurais pas fait si je n'étais pas au BNI. » Et on aime à dire que lorsqu'on est au BNI, on va chercher le centimètre qui nous manque. C'est ce que j'appelle l'entrepreneur augmenté. Ce centimètre, c'est soit par la formation, soit par le fait de rencontrer d'autres personnes, mais aussi par le fait d'avoir des partenaires d'affaires qui sont à l'intérieur de mon groupe, que eux ont le devoir chaque semaine de penser à moi et de m'alimenter en recommandations. Oui, parce que dans BNI, il y a un network, ça veut dire réseau. Exactement. Oui. Donc nous réseautons, mais de manière, je vais dire, méthodique, structurée et incitative. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je suis sur cette idéologie du qui donne reçoit. C'est parce que je vais donner aux autres que je vais recevoir. On aime à dire qu'en Guadeloupe, on réseaute déjà. On aime à dire de manière naturelle, on réseaute. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier étage du networking, c'est-à-dire tout ce qui est visibilité. Sauf que nous, au BNI, on va passer au niveau 2, voire au niveau 3. Le niveau 2, c'est qu'on sait ce que je fais, mais on sait que je suis bon dans ce que je fais. Et le niveau 3, c'est on sait ce que je fais, on sait que je suis bon dans ce que je fais, mais on sait aussi qu'on peut me recommander, prendre des rendez-vous d'affaires directement pour moi. Voilà ce que nous amenons aux chefs d'entreprise. D'accord. Et donc, cette conférence, c'est juste un premier aspect, mais ça signifie, parce que vous avez dit tout à l'heure, M. Bounou, il faut venir nous voir. Alors, venez nous voir où? Déjà, nous sommes sur Zoom, puisque la période fait, au BNI, on a l'une des valeurs qui s'appelle innovation et tradition. Ça fait 36 ans que le BNI existe au niveau international. Oui. Pour autant, le BNI a su s'adapter à l'ère du temps, et lorsque le 20 mars 2020, nous nous retrouvons bloqués, je me rappelle, puisque j'avais appelé Jean-Yves pour lui dire, je ne sais pas comment on va faire, on piétinait pour lancer le groupe. Il me dit, mais non, fonction du coach, rassure-toi, ça va aller. Effectivement, ça va aller parce que automatiquement, le BNI a basculé en online. Et on ne pensait pas qu'en online, on aurait resserré les liens. Bien au contraire, on a resserré les liens et on a lancé notre groupe. Donc, on se réunit tous les jeudis sur Zoom, tous les jeudis de 7h15 à 9h. Et puis, il y a ce soir, le 17 novembre, où vous allez rencontrer les membres du BNI, puisqu'aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine déjà à avoir réservé pour ce soir. Oui. Sans publicité jusqu'à présent. C'est que maintenant qu'on fait de la publicité, j'ai envie de dire. C'est même pas de la publicité, de l'information. Voilà. Oui. Voilà. Ok, le rendez-vous est pris pour ce soir. Et puis, j'espère que les chefs d'entreprise qui nous regardent en ce moment viendront. Et peut-être même si une possibilité d'avoir quelque chose sur le net par Zoom, ce sera un petit plus, non?
C'est la spécialité des chefs d'entreprise, compte tenu des difficultés la réactivité qu'on peut connaître en ce moment. On travaille rapidement à regarder dans quelle mesure on est capable de proposer à l'ensemble des personnes qui ne pourraient pas physiquement se déplacer ce soir aux Abîmes de pouvoir assister à la conférence. Mais venez quand même si vous pouvez. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Rien ne vaut pour le réseauter que de rencontrer en personne les gens. On parle beaucoup de communication digitale. Tout à fait. Mais on fait peut-être erreur lorsqu'on parle de communication digitale. La meilleure communication digitale, c'est quand les doigts se croisent. Absolument. Ça, c'est de la com digitale. C'est noté. 13h18. Merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça. On continue à feuilleter l'actualité. L'actualité, c'est ce partenariat entre Cap Excellence, le ministère de la Culture et le lycée Carnot autour de la musique. Stanley Manicourt est très intéressé. Il nous raconte ce qu'il a vu. La filière S2TMD, c'est une filière d'excellence et donc c'était totalement normal que l'on puisse se structurer avec le conservatoire d'Aubervilliers. Nous sommes déjà structurés avec le centre culturel Sonis qui nous apporte du savoir-faire, le savoir-faire de leurs professeurs et nous en sommes très heureux. Mais comme il nous fallait un partenaire institutionnel qui est un conservatoire, nous avons travaillé avec Sonis jusqu'à maintenant, mais nous allons aussi renforcer le travail qu'on fait en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers. Cette signature va permettre aux élèves de pouvoir continuer à travailler en distanciel avec les professeurs du conservatoire. Ça va permettre aussi aux élèves de pouvoir se former, avoir un diplôme conservatoire depuis le lycée et ça va nous permettre aussi surtout de nous structurer de manière forte. Au début de ma formation, quand j'étais en seconde, la musique pour moi c'était vraiment un passe-temps et grâce à la SDTMD c'est devenu un métier en devenir. On aura une formation plus poussée, surtout au niveau de la formation musicale ou aussi par exemple de la NAO, la musique assistée par ordinateur. Pour le conduire au gré du peuple et du Sénat. Ah, que la patrie soit, s'il veut, le père. Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine et sa mère. Le but, c'est de montrer ce que nous faisons de plus beau avec le cœur. Et en fait, nous sommes totalement fiers de nos élèves et c'est ce que nous voulons montrer aussi, qu'ils sont l'avenir de la Guadeloupe à travers l'art et nous espérons qu'ils vont pouvoir rayonner à travers leur art. Ça leur permet de pouvoir grandir et de continuer leurs études, faire de grandes études comme Luan Pommier par exemple qui est aujourd'hui à Berkeley, Boston. L'artistique, c'est un métier, la musique c'est un métier, le théâtre c'est un métier, la danse c'est un métier. Donc il est nécessaire et obligatoire de commencer à la base l'apprentissage de ce métier-là avec les codes, avec bien sûr une pédagogie qui permet à ces élèves-là d'être des futurs professionnels et de porter au plus loin les couleurs de la Guadeloupe. Nous souhaitons que les enfants deviennent des professionnels de leur passion. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut savoir aussi que nous avons des élèves de renom qui sont passés ici. Donc notre jeunesse musicale, chorégraphique se prépare, et se prépare très bien avec Mme Chalcol qu'on connaît très bien aussi. On continue dans l'école, mais cette fois-ci une école seconde primaire. C'est l'école de Foucault-Mornalo. Les enfants sont en train d'apprendre à planter. Effectivement, quand on dit ça, on va planter, c'est ça qu'on va récolter. Mais pour récolter, il faut apprendre à planter. Charlie Dagounia était sur place. Alors, c'était très important pour nous de planter avec les enfants aujourd'hui à l'école. D'une part, pour les reconnecter avec la nature. Il faut dire que nous avons une grande école, une belle école, mais dans laquelle il y a beaucoup de béton. Donc là, nous faisons rentrer la nature dans notre environnement, dans notre école. Et il faut dire que c'est une action qui fait partie d'un projet plus large, un projet qui concerne l'éducation à la santé et l'éducation au développement durable. Je pense que c'est très bien pour la communauté des enseignants
et on va aller les arroser. Donc les enfants ont travaillé en amont sur les plantes, sur la nature, sur les fruits, sur la consommation que nous avons, nous ici, Guadeloupéens, et sur le consommé local. Nous avons aussi travaillé sur l'environnement, sur les déchets et sur la façon de protéger cette nature qui est la nôtre. Oui, c'est important parce qu'on trouve un peu notre école avec trop de béton. Alors on va planter des fruits et des arbres fruitiers. Nous participons à l'éducation à l'environnement et par des actions concrètes comme aujourd'hui, donc à sensibiliser sur l'intérêt, l'importance qu'il y a donc à planter dans les établissements pour les rendre plus verts, à planter aussi pour que les jeunes puissent reconnaître les plantes. Et là, nous avons donc des arbres fruitiers qui vont présenter beaucoup d'avantages en termes donc d'ombrage d'une part. Ils vont protéger le sol, ils vont donc aussi donner dans quelques années des fruits. Nous sommes en train de planter tout type de fruits, de légumes, bien sûr des fruits et des légumes dans notre Guadeloupe. Et il appartiendra donc à cette promotion de transmettre aux prochains élèves qui vont arriver la responsabilité de ces plans. Et donc nous participons ainsi à plus de résilience, à plus donc d'adaptation du territoire, qui est quand même un territoire insulaire qui peut être donc exposé à différents risques. Et là nous montrons les solutions qui existent pour que justement nous puissions donc lutter contre le changement climatique et puis aussi avoir donc une bonne alimentation, puisqu'il s'agit ici d'arbres fruitiers aujourd'hui, avec donc les vertus, les bienfaits de nos fruits locaux. Je pense que c'est bien de planter tous ces fruits et les légumes parce que ça nous permettra de respirer mieux et aussi de lutter contre toutes les forêts qui se font déforester, comme par exemple en Amazonie, pour une école plus verte. Donc je trouve que c'est très intéressant et aussi pour lutter contre les déforestations des forêts. Voilà, c'est l'heure déjà de la seconde pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'information et puis surtout pour la chronique Focus Art de Sandrine Alexis. C'est dans un instant. Restez avec nous. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nous sommes toujours mercredi 17 novembre. Nous sommes en direct avec vous à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, mais aussi en France, à New York, La Zovelay, grâce à l'Internet, puisque nous sommes en direct avec l'Internet et le Facebook Live. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure que les élections de la Chambre des métiers, il y avait des recours, puisqu'on a vu Gabriel Foy dire qu'il n'était pas satisfait des résultats et pour lui, il y avait un certain nombre d'irrégularités, mais c'est le même tempo pour les élections de la CCIG, où on sait que M. Gadaokan a tenu une conférence de presse ce matin pour contester l'élection de Patrick Vial-Collet. Patrick Vial-Collet qui, avec son groupe, a raflé, on peut dire, les élections. Plus de 44 sièges, pas un seul siège pour l'opposition. C'est la première fois que ça arrivait dans le cadre de ces élections de la CCIG. C'est la raison pour laquelle Gadaokan a tenu une conférence de presse. Olivier Félix était sur place, on regarde ces éléments. Il y a des anomalies dès le début concernant la liste électorale parce que la Chambre de commerce avait envoyé un questionnaire aux chefs d'entreprise et en fin de compte, les chefs d'entreprise n'ont pas répondu et les identifiants ont été envoyés par la poste et c'est à ce moment que, comme d'habitude, des malfaiteurs se sont lancés comme d'habitude pour récupérer les identifiants et pour pouvoir voter, ils ont, de la même chambre de commerce de Guadeloupe, qui se trouve à Pointe-à-Pitre, ils ont pu obtenir une liste commerciale, une liste électorale à usage commercial. On a été au combat, c'est qu'on avait l'espoir de gagner. On a vu le travail qui a été fait sur le terrain où les entreprises guadeloupéennes voulaient d'un changement. Aujourd'hui, l'état d'esprit qu'on a, c'est que si on avait perdu à armes égales, on l'aurait accepté. Mais il y a trop d'éléments qui restent dans le vide où on n'a pas de réponse. C'est pour ça que nous avons décidé de faire un recours. Un recours en annulation parce que nous estimons que le résultat qui a été proclamé ne reflète pas la réalité des votes des entreprises guadeloupéennes. Ils ont recensé un certain nombre de personnes qui ont téléphoné pendant la période du scrutin, qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas voter et la préfecture leur a confirmé
que s'ils ne peuvent pas voter, cela veut dire que d'autres personnes ont voté à leur place. Et aussi, il y a 2 plaintes portées par la Poste, le bureau de la Poste, au procureur de la République. On constate qu'il y a des entreprises qui n'ont pas reçu leur identifiant et en même temps qui ont pu voter. Lorsqu'ils ont réclamé leur identifiant à la préfecture, on leur a envoyé un document leur disant qu'ils avaient déjà voté. Alors il y a bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs guadeloupéens qui ne comprennent pas qu'ils n'aient pas reçu leur élément et qui ont voté. On a même vu à travers la liste d'émargement des entreprises qui sont liquidées depuis 4-5 ans et qui votent. Il y a des morts qui ont voté. Il y a des entreprises, je prends mon cas dans le BTP, qui n'ont pas voté et on voit sur la liste d'émargement qu'ils ont voté. Donc on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur la liste électorale, on se pose beaucoup de questions sur le mode de scrutin, sur le mode d'acheminement des identifiants. On se pose beaucoup de questions, donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire un recours. Bien, visiblement, encore une élection qui va être probablement annulée, d'après les informations que nous avons. On va vous rappeler les titres de l'information avant de passer à la chronique Focus Art. Depuis ce matin, mobilisation un peu partout. C'est le 3e jour de mobilisation en Guadeloupe. Des routes ont été barrées du côté de Perrin, des routes ont été barrées aussi du côté de Sainte-Rose. La nuit a été plutôt chaude à la Boucan. Ensuite, nous sommes allés du côté de la Chambre des métiers où il y avait l'élection du président, élection qui est aussi contestée. C'est la 3e fois aux élections à la Chambre des métiers où l'élection est contestée, mais pour l'instant, le vainqueur, c'est Monsieur Vainqueur. Partenariat entre Cap Excellence et le ministère de la Culture et le lycée Carnot. On a vu ces jeunes qui se préparent à une carrière artistique et musicale. Et ils sont bien encadrés par leur professeur, Mme Chalcol. Et puis, nous sommes allés à Foucan, à l'école de Foucan à Mornalo. On a vu des jeunes en train de planter grâce à M. Lurel, Félix Lurel, qui est toujours très proche de la nature. Et puis on a terminé avec cette élection contestée, celle de la CCIG, de la liste de Patrick Vial-Godé, contestée par la liste La Guadeloupe pour tous, la Chambre de commerce pour tous, de M. Galarcan. Pour l'heure, on va terminer, il est 13h41 avec le Focus Art, et c'est avec Sandrine Alexis. Mercredi et sur le jour de Focus Art. Bonjour Sandrine. Bonjour Dani. Quoi de neuf après Caribule? Après Caribule, beaucoup de repos, pas assez d'ailleurs. Oui, d'accord. Et voilà, et ben, j'ai profité, j'ai fait une rencontre intéressante. Et justement, on va parler de cette rencontre ce matin dans le Focus Art. Alors, qui est cette personne ou ce personnage si intéressant que vous avez rencontré? Alors, il s'agit de Terry Dupré. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, donc c'est un jeune réalisateur, dessinateur, illustrateur et aussi auteur. Voilà, qui a fait ses études en école pour devenir réalisateur de films d'animation. Et du coup, il a rencontré pas mal de personnes. Il a réalisé son premier, enfin en tout cas une série d'œuvres qui s'appelle La planète Taku, qu'on va découvrir en images. Et donc, vous avez rencontré Sandrine et La planète Taku, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, il a sorti une série de 4 tomes pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ah, parce qu'il y a une suite? Alors, en tout cas, il envisage une longue série, comme c'est un spécialiste de manga. Donc, il envisage d'en sortir une longue série. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? La planète Taku, en fait, c'est un kemti. Un kemti? Oui, un kemti. À votre avis, qu'est-ce que c'est que kemti? Je ne sais pas, un kemti. Alors, kemti signifie image noire. Donc, kem,
Voilà, Kem qui s'écrit K-E-M, donc qui signifie image, et T-Y qui signifie noir. En fait, c'est un terme qui a été créé, alors je dis le nom, je ne veux pas l'écorcher, qui a été créé par un dessinateur africain qui s'appelle J.U.T. Biyong. Voilà, qui s'appelle J.U.T. Biyong, que justement Terry Dupré a rencontré. Et en fait, le principe, c'est de réaliser des dessins concernant la civilisation noire. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait avec Planète Taku. C'est exactement ce qu'il a fait avec Planète Taku. Alors, je précise aussi, concernant le parcours de Terry Dupré, il a aussi également travaillé, avant de se lancer dans la création de Planète Taku, il a également travaillé dans une grande entreprise de réalisation de films d'animation qui s'appelle Xilam. Donc le nom peut-être ne nous dit rien du tout, mais ce sont des dessins animés comme Oggy et les cafards, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Oggy et les cafards, Zig et Charcot, Flapacha, que même mes enfants connaissent et qu'on voit souvent sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à regarder la première partie de son portrait en images. Elle est où la vidéo ? qui vivent dans le désert du continent Zielo. Un jour où il y a une énorme goutte d'eau qui a atterri dans ce désert, et les trois enfants vont trouver un individu différent d'eux dans cette goutte d'eau, et cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. L'inspiration m'est venue surtout des œuvres que j'ai regardées, principalement de ma culture, donc voilà, de la Guadeloupe. J'ai vécu également en Martinique et actuellement je vis en Guyane, donc je me suis vraiment inspiré de tout ça. Et si je vis aujourd'hui en Guyane, c'était pour apprendre le Djokan. J'y suis arrivé en 2018 et j'ai pratiqué le Djokan pour apprendre le Djokan parce que justement les personnages principaux de la Planète Taku pratiquent le Djokan. Le Djokan est un art martial amazonien. Ça a été créé par Yannick Théolade, un Guyanais, et j'ai voulu mettre en avant cet art martial dans mon œuvre. Donc je suis allé en Guyane justement pour pratiquer le Djokan et j'ai rencontré Yannick. Il a accepté que j'utilise le Djokan dans la Planète Taku. Au début, je travaillais tout seul, c'est-à-dire que les premières années, j'étais vraiment tout seul parce qu'il fallait, c'était de la pré-production de la Planète Taku, donc l'écriture du scénario, la création des personnages, de l'univers, le développement de tout ça. Donc j'étais seul, mais petit à petit, il y a des gens qui m'ont rejoint. J'ai un ami qui est directeur artistique, qui vit à Montréal, qui travaille avec moi sur la Planète Taku. J'ai aussi un ami animateur, directeur d'animation, qui habite au Sénégal et qui travaille sur la Planète Taku avec moi. Et j'ai aussi des collaborateurs pour l'ancrage de la Planète Taku. Alors un tome, ça me prend 1 an, parce que j'ai un travail alimentaire à côté. Et le temps que je travaille, il faut aussi que... Et quand je suis libre, donc ça me prend 1 an. C'est-à-dire que financièrement, en termes de temps et en termes de finances, ça me prend 1 an de boucler la Planète Taku. Le premier tome de la Planète Taku est sorti le 5 juillet 2018, parce que j'allais à la Japan Expo à la base pour le sortir. Donc le premier tome est sorti à la Japan Expo, le deuxième aussi. Le troisième devait sortir à la Japan Expo, mais comme il y a eu le Covid, j'ai pas pu le sortir. Donc je l'ai sorti cette année en même temps que le tome 4. On va dire que la Japan Expo, c'est aussi l'occasion pour nous. C'est-à-dire que moi, l'année, je travaille. On va dire que l'auteur, il est vraiment dans son cocon, en fait. Toute l'année, il travaille. Et des événements comme la Japan Expo, c'est l'occasion de sortir de sa grotte, d'aller à la rencontre des fans
pour leur parler de notre œuvre, voir ce qu'ils en pensent. Donc c'est vraiment un échange, il y a un petit côté familial en fait. Et voilà donc pour la présentation de Thierry Dupré. Mais alors, la question à poser, c'est qu'il a réalisé cette planète Taku. Il a participé, je crois, aussi à Japan Expo. Oui, on en a c'est parlé. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la Japan Expo, c'est un grand rassemblement de tous les fans de manga. Donc, ça se passe sur Paris. Donc, c'est au mois de juillet, je crois. Au mois de juillet. Donc, lui, comme il expliquait dans le reportage, c'est quelqu'un qui est dans sa... Bon, je ne dirais pas dans sa bulle, mais dans son univers. Et comme il travaille aussi à côté, puisqu'il ne fait pas que ça, il a, comme il le disait, il a un travail alimentaire. Du coup, quand l'occasion se présente, en tout cas au mois de juillet, il va à la Japan Expo pour profiter de montrer en tout cas ses derniers ouvrages. Donc voilà. Et ce que je peux dire de plus, c'est concernant parce qu'il en a, il en a beaucoup parlé. C'est pas un métier qui est facile, puisque ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail aussi. Hein. Voilà. Donc il m'expliquait que quand il sort du travail, par exemple, en fin de journée, il est avec ses crayons et... Exactement. Donc, il retourne à ses crayons à des heures pas possibles. Donc, ça fait que, il n'a pas véritablement de vie sociale. Il est obligé de se mettre à part pour que son projet puisse aboutir. Donc, voilà. Donc, je vous invite à regarder son témoignage dans la deuxième partie du reportage. Alors, il faut dire aussi que j'explique pourquoi je me suis lancé sur la planète Taku. J'étais un grand fan de manga, je suis toujours un grand fan de manga. J'ai grandi avec le Club Dorothée. Et donc voilà, en parallèle de ça, les gens de mon entourage, comme je suis né en Guadeloupe et j'ai grandi en Guadeloupe, se plaignaient beaucoup du manque de diversité dans la littérature française et l'audiovisuel français. Donc j'ai grandi avec ça en permanence. Et quand je suis parti faire mes études, j'avais constaté une chose aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des Français, en fait, des Blancs, il y avait aussi, moi j'étais antillais, il y avait des Africains, il y avait des Malgaches, il y avait des Algériens, enfin des gens du Moyen-Orient également, et des Asiatiques aussi. Mais quand on nous demandait de dessiner, on dessinait systématiquement des Blancs pour nos projets en fait. Et moi quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est bizarre. Et quand moi j'essayais de faire des personnages typés afro, ils avaient du mal à passer en fait. Et une petite anecdote marrante, c'est-à-dire que le film de deuxième année que j'ai fait, pour que mon personnage puisse, parce que pour le premier j'avais essayé de faire en noir, il n'avait pas été pris. Et dans mon court-métrage, il y a un ramoneur, et ce que j'ai fait en fait pour qu'il soit noir, j'ai fait qu'à force qu'il nettoie les cheminées, il avait la peau, voilà, c'était le charbon qui était. Et c'est comme ça que j'ai pu faire qu'il soit noir. Et quand je m'étais mis à faire des nez aussi, typés afro, on m'avait appelé le Black Easer. Mais bon, c'était sous forme de blague, hein, mais bon, c'était... Voilà. Et quand j'ai fini mes études, j'ai voulu mettre en avant ma culture et les problèmes auxquels j'ai été confronté, c'est-à-dire que j'étais assez naïf, c'est-à-dire que comme j'ai entendu beaucoup de choses se plaindre du manque de diversité, je me suis dit, j'ai du talent, je sais dessiner, je suis plutôt bon, je vais aller voir les gens qui se plaignaient du manque de diversité justement, leur proposer ça, puisque personne ne le fait, personne d'autre ne le fait, et ça va suivre. Que ceux qui se plaignaient de la diversité n'étaient pas forcément ceux qui la consommaient quand elle était disponible, ou qui étaient prêts à mettre leur bille là-dessus pour que ça se fasse. Donc ça c'était une des premières difficultés auxquelles j'ai été confronté. Deuxième difficulté, c'est les gens avec qui on travaille, avec qui on veut collaborer, et qui ne sont pas forcément honnêtes, voilà, mal intentionnés, et qui m'a fait comprendre que c'est pas parce que les gens ont la même couleur de peau que moi, ils ont forcément la même idéologie, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Je voulais faire un court-métrage et le fait de ne pas avoir réussi à le faire m'a amené à sortir un roman, écrire un roman, vendre le roman. Et les ventes du roman m'ont permis de sortir le premier tome. Beaucoup de sacrifices qu'il y a à faire, tous les sacrifices qu'il y a à faire. Quand on travaille sur une œuvre comme ça, enfin quand on a vraiment de l'ambition, on est obligé il y a beaucoup de choses qu'on sacrifie.
Donc par exemple, les amis, on les voit moins souvent, la famille, on la voit moins souvent. Et voilà, on est vraiment ancré là-dessus, on est focus là-dessus. Donc on va dire qu'on met entre parenthèses sa vie sociale, qu'on travaille là-dessus. Première chose déjà, savoir s'ils sont vraiment prêts à se lancer là-dedans. Parce que c'est vraiment une aventure, c'est comme un enfant en fait. Un projet, c'est un enfant qu'on va devoir élever et qui nous fait grandir. C'est-à-dire que moi, mon projet, enfin, la Planète Taku m'a fait grandir, a grandi, mais m'a fait grandir aussi. Et pendant que moi j'évoluais, la Planète Taku évoluait aussi. Et il y a pas mal de choses qui me sont arrivées dans ma vie qu'on retrouve dans la Planète Taku justement. Donc mon projet me nourrit et je nourris mon projet. Ma vie nourrit mon projet aussi également. Alors, mes projets pour la Planète Taku, déjà, c'est continuer la série des Kempty, chaque tome, pour sortir un par an. Après, si financièrement je peux me le permettre, bien sortir plus d'un tome par an, si je peux. Aussi, revenir à l'animation, parce qu'à la base, c'est ce qui m'a lancé là-dessus, c'était un court-métrage. Donc, j'aimerais réussir quand même à faire l'histoire de Tadji, l'enfant du désert, et également la série animée La Planète Taku. Voilà, eh bien, c'est pas mal. Effectivement, c'est moi qui n'étais pas mangaka, comme on dit, je découvre. Non, c'est vrai, je découvre avec plaisir ce qu'il fait. Et donc, on a envie de suivre son travail. Oui, on a envie de suivre, on a envie surtout aussi de le soutenir. Oui. Voilà, parce qu'on l'a bien compris, hein, c'est déjà un investissement personnel en temps, mais aussi financièrement. Donc pour ceux qui découvrent, en tout cas qui veulent suivre Terry Dupré, on peut le retrouver en fait sur tous les réseaux sociaux. Donc je cite sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok aussi, sur sa chaîne YouTube, sur son site internet. Donc je vais citer alors www.laplanettetaku.com. Donc Taku, T-A-K-2-O. Voilà. Et pour soutenir, ça c'est très important aussi, hein, pour soutenir l'œuvre de Terry, comme on l'a dit au début, hein, il a déjà sorti 4 tomes, mais il souhaite en sortir 14. 14 tomes ? Oui, 14. Je pense que c'est important quand même de le préciser, 14. Ouais. Je dis bien, il a, comme chaque année, il a une plateforme sur laquelle il propose en fait, je dis le nom de la plateforme, elle s'appelle ulule.com, ulule.com. C'est pour tous ceux qui souhaitent préacheter les futurs tomes que lui-même va bientôt sortir. Et cet argent, en fait, va servir à la production de ces albums. Exactement. En tout cas, c'est surtout pour les impressions en fait des albums et aussi pour tous les goodies qu'il fait sortir. Donc, pendant le reportage, on a vu, hein, il y avait son t-shirt Planète Taku. Il a aussi autre chose. Donc voilà. Donc pour le soutenir, vous pouvez préacheter sur la plateforme Ulule. Il y a aussi le fait d'acheter aussi des t-shirts et ses goodies. On peut aussi le soutenir sur une autre plateforme qui s'appelle Utip. L'adresse internet, je cite rapidement, hein, www.utip.io/laplanète.taku. Voilà, donc il s'agit simplement de le soutenir même avec 1 euro, une fois ou bien plusieurs fois selon les possibilités. Selon vos possibilités. Donc voilà. Bien, merci Sandrine pour ce focus sur Planète Taku. C'est à suivre. C'est à suivre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On revient à l'actualité.